Contribue à la renaissance de son club, les Dallas Mavericks. À toi la pamplemousse, à moi, non à toi. Wow, Michael, super. From coast to coast. Get that, baby. Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour échanger avec nous. Envoyez-nous vos questions, vos commentaires, ça nous fait super plaisir. La pré-saison est terminée, je crois que Quentin est très content, que tu es ravi de voir cette saison régulière démarrer, Quentin. Alors oui, je vais être honnête, même si je suis le plus jeune des trois, je suis le plus vieux dans le monde de suivi des Mavericks, et maintenant la pré-saison, j'avoue que j'ai vraiment du mal à me lever la nuit pour maintenant regarder un truc où on voit que les joueurs ne sont pas à fond et tout, donc je l'ai fait pour le premier match. Sinon pour les trois autres, les amis, ça a été du résumé de 1 minute 30, 2 minutes, je vais être honnête, la lecture des stats et puis un petit peu ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et tout. Donc je vais un peu plus vous écouter que participer que d'habituellement, mais sinon très hâte de déjà voir le premier gros choc face à San Antonio cette semaine, et puis un match qui compte vraiment. Donc c'est surtout même, on va en parler, mais AD, j'ai vraiment hâte de voir son début de saison en général. Donc, super content que les choses sérieuses commencent. Je suis avec Nico qui, lui, n'a pas pu attendre la saison régulière. Toi, tu as bien suivi la pré-saison ? Ouais, en tant qu'ancien, plus ancien de cette équipée Howdy Mavs de quelques semaines, depuis quelques jours, le plus ancien officiellement. Ouais, moi j'ai regardé la pré-saison. J'ai pas vu tous les matchs, j'en ai vu 3 sur 4. Mais c'était intéressant. C'était intéressant, mais je suis comme Quentin, j'ai hâte de voir la vraie saison débuter. Ah, ça démarre dans quelques jours, là c'est mercredi contre San Antonio. Alors nous on va faire un petit débrief de cette pré-saison. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Mais il faut savoir que Dallas a joué 4 matchs. Il y en a eu un contre Utah, un contre Charlotte, et les 2 autres c'était contre les équipes C de OKC et des Lakers. Donc il faut quand même faire super attention de pas trop faire de conclusions. Mais bon, comme on avait pas mal d'interrogations avant le début de cette saison, j'ai envie de vous poser quelques questions. Et la première, elle est très simple, hein. C'est est-ce que Jason Kidd, il a trouvé un équilibre d'équipe, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se dessiner déjà dans cette pré-saison ? Par exemple, on a vu le line-up Lively, AD, Flag, PJ Washington et D'Angelo Russell démarrer plusieurs matchs. Est-ce que c'est ça l'équipe qui va démarrer contre San Antonio mercredi, Nico ? Non, je pense qu'il y a des intentions. Je pense qu'il y a des intentions de jeu, il y a des formats, il y a des idées. Je pense par contre qu'il n'a pas encore son 5 définitif. Il a fait beaucoup d'essais, et c'est un peu l'objet de la pré-saison, c'est faire des essais, apprendre des choses. Et moi, ce que je retiens de ces 4 matchs, quand même, il y a des intentions de jeu qui se dégagent. J'ai 2 trucs, moi, qui m'ont marqué. Et la première, c'est Anthony Davis, qui est quand même beaucoup au centre du jeu, qui est clairement un peu la plaque tournante du jeu. Donc, c'est au-delà d'être le meilleur joueur sur le terrain. Je pense qu'il avait beaucoup le ballon. Beaucoup de ballon pour passer, beaucoup de ballon pour prendre le lead au scoring. C'était assez clair. Et ça, c'est pas une surprise, mais il avait un peu annoncé. Mais on le voit beaucoup en tant que plaque tournante du jeu. Moi, c'est le premier truc qui m'a marqué. Et le deuxième truc qui m'a marqué, c'est qu'il est en recherche d'alternatives de création. En l'absence de Kyrie Irving. Donc quand je dis alternative de création, c'est qui peut être un meneur intéressant. Et il a fait pas mal d'essais entre D'Angelo Russell, avec Cooper Flag aussi, je pense qu'on en reparlera. Et même relative surprise quand même avec Nembhard qui pour moi est un des grands gagnants de cette pré-saison. On ne le voyait pas forcément si haut que ça dans la hiérarchie des meneurs, et avec les blessures et surtout avec la qualité des minutes qu'il a données, il s'impose, mais en tout cas, il montre vraiment qu'il peut apporter des minutes intéressantes cette année avec les Mavs, au poste de meneur. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une nouvelle formule là pour animer l'attaque des Mavs ? Enfin, je veux dire, ces dernières années, on a été habitué à voir Luka ou Kyrie qui étaient des meneurs traditionnels. Maintenant, on a l'impression avec ces premiers matchs que c'est beaucoup plus collectif. Il y a beaucoup plus de mouvements de ballon. Les joueurs font des cuts. Il y a des dribble and off dans tous les sens. Est-ce que c'est ça la nouvelle formule pour jouer sans un meneur dominant ?
Alors, il y a plus de mouvement peut-être, mais est-ce qu'il y a plus de qualité? Je pense pas en fait. Là, on est un peu obligé de s'adapter du fait qu'il y a plus de Luka Doncic et il n'y a pas de Kyrie Irving. Donc, on est obligé de trouver des autres solutions à la main parce que juste D'Angelo Russell, ça ne sera pas viable. Donc, c'est aussi pour ça qu'on tente des nouvelles choses, essayer de trouver des solutions, que ça a fait aussi jouer beaucoup, je pense, du Nembhard, etc. C'est pour tester, pour se donner un peu des gâchettes, mais ça reste des solutions un peu de secours pour qu'on puisse réussir à diversifier la création, parce que sinon on va vraiment être trop limité en attendant le retour de Irving. Donc on a des bonnes surprises qui ont été trouvées, mais ça va continuer à tâtonner. Pour répondre à ta première question, je pense pas du tout que les line-up sont encore figés pour Jason Kidd, et ça fera comme l'an dernier, hein, vous vous souvenez, il n'arrêtait pas de bouger entre Dinwiddie, entre Hardy, etc. Je pense que ça va être le cas sur les premiers matchs, et puis ça va changer d'une semaine à l'autre en fonction des résultats des résultats des joueurs. Le seul truc qui est pertinent, et je pense qu'on a noté, c'est effectivement que là on va se centrer sur Anthony Davis, ce qui nous change de ce qu'on a été habitué depuis des années, de quelque chose de centré autour d'un ou plusieurs meneurs, que ce soit Brunson ou Kyrie autour de Luka. Là on revient centré sur un intérieur très fort, ce qui ravira aussi les fans de Dallas de Nowitzki. Ça, c'est vraiment le gros changement qui est à noter et qu'on va apprécier lors des semaines à venir. Et une autre question là, concernant la défense, Nico. Les Mavs sont censés avoir une défense élite. Comment tu l'as trouvé là, pendant ces 4 matchs? Bon, faut prendre des méga pincettes parce que c'est la pré-saison. Donc, déjà, l'opposition n'est pas toujours d'immense qualité. Hein. Et le niveau de concentration et d'intensité varie pas mal aussi. Moi, ce que je vois surtout, une nouvelle fois, c'est les intentions. Donc, c'est les intentions de jouer avec un 5 assez grand. Et il y a une intensité sur les premiers, deuxièmes cartons, principalement un peu sur les troisièmes, avant d'apporter beaucoup de rotation. Donc, on voit des intentions de jeu, en gros, avec un 5 qui est quand même très grand. Avec un 5 très grand. Et ce que j'ai trouvé intéressant, moi aussi, c'est les rotations qui viennent du banc entre Najim Achal et PJ Washington, que j'ai trouvé tous les deux extrêmement saignants en attaque et en défense. Donc tu sens vraiment qu'ils ont accepté le rôle, en tout cas c'est l'impression que ça donne, et ils sont dans une logique, je sors du banc, je veux scorer et je veux montrer une domination défensive, ce qui est très bien en fait, c'est cool qu'ils aient accepté ce rôle, et je pense qu'un 5 où PJ Washington sort du banc, avec Flagg, Davis et parfois Lively, c'est un 5 de très 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 grande taille avec des grands segments qui est très chiant en fait au niveau des passes. C'est intéressant. Mais une nouvelle fois, c'est que la pré-saison, donc moi je souligne plutôt les intentions que le résultat. Ouais, c'est ça, tu parlais de prendre des pincettes, là c'est vraiment les pinces qu'on prend pour les barbecues, hein, la taille qu'il faut pour analyser ça. Et donc moi pour avoir plus regardé donc plus au niveau des statistiques ce que ça donnait, donc encore une fois avec ces immenses pincettes, au niveau des rebonds et des contres, c'est très clean. Ce qui a été fait par notre équipe par rapport à toutes les autres équipes de la NBA en pré-saison, encore une fois, c'est très propre. Ça confirme qu'en fait, il y a clairement le matos sur le terrain pour être élite. Après, on le sait, la défense, c'est énormément d'organisation, de communication collective, d'apprendre à vivre les uns avec les autres et de savoir comment on fonctionne. Il y a pu avoir sur certaines séquences un peu des errances défensives où en fait ça a oublié de communiquer et puis un joueur arrivait à couper facilement, aller au panier. Ça, si on part du principe qu'on est avec des joueurs qui sont très intelligents défensivement, ça va se réparer avec les mois qui vont passer et normalement en fait ça va aller qu'en s'améliorant. Donc c'était assez rassurant ce qui a été vu sur la pré-saison. Pour l'instant, on va avoir les premiers éléments de réponse dans les semaines à venir, quoi. Ouais, tu l'as dit, à l'intérieur, c'était solide. Hein, en défense, 8 contres par match, quand même, c'est pas mal. Hein. Et en revanche, ouais, c'est même excellent. Et en revanche, la défense extérieure, là, pour le coup, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu inquiet là-dessus? Je veux dire, le dernier match là, contre Los Angeles, on a un Gabe Vincent qui n'est pas non plus Klay Thompson, hein, qui nous a envoyé à 3 points. Là. Bon, c'est peut-être qu'il était sur un bon jour, mais est-ce qu'on n'est pas, va pas être friable à 3 points en défense? C'était le Gabe Vincent de Miami hein, qu'on a vu, hein, qui peut prendre feu comme il prenait feu à Miami. Moi, par contre, c'est très clair, je l'avais déjà dit avant, c'est une des faiblesses, c'est clairement une des faiblesses de l'équipe. On est très fort en défense sur les postes 3, 4 et 5. Sur les postes 1 et 2, clairement, on est assez friable et on n'a pas du tout des forces défensives, d'où l'importance d'avoir Najee Marshall assez vite performant qui vient du banc.
Quand Dilo était là, j'ai trouvé vraiment intéressant Dilo globalement, hein. Fluidifier le jeu, il jouait assez simple et je trouve qu'il avait vraiment une bonne partition du meneur. Enfin, en tout cas, moi, il faisait exactement ce que j'attendais de sa part. Et Klay Thompson a fait Klay Thompson, c'est-à-dire que c'est quand même pas un joueur dominant défensivement. Donc, on a deux joueurs qui sont pas des forces défensives et je trouve que ça s'est vu. En fait, il y a par rapport à ça, Barn, il y a un truc qui en fait va découler de notre très forte défense intérieure, c'est que les équipes adverses, elles savent qu'elles ont un Lively, un Anthony Davis, peut-être un Gafford, un PJ ou un Cooper dans la défense extérieure, intérieure, ils vont aller évidemment prendre leur chance à l'extérieur, ce qui est logique. Donc je pense qu'il y a des soirs où des équipes en feu à 3 points, et ben elles vont nous faire mal de ce côté-là, mais en fait c'est un petit peu, on vit avec ça. Par contre, des moments où l'équipe adverse ne sera pas à droit à 3 points, c'est pas à l'intérieur qu'ils iront mettre beaucoup de shoot. Donc c'est là où en fait notre défense va nous faire beaucoup de bien. Je pense que voilà, c'est logique, des Gabe Vincent games comme ça, il y en aura plusieurs cette année pour Dallas. C'est des choses, tu peux pas y faire grand chose. On sait que c'est un secteur où on est faible, mais ça découle aussi du fait que ça va être une véritable forteresse à l'intérieur et que ça va être dur de pénétrer. Donc les adversaires vont tenter de loin. Bon, Nico, tu as commencé à en parler. Là, Anthony Davis, tu as hâte de le voir en saison régulière, mais là, comment tu l'as trouvé là, sur les 4 premiers matchs? Bon, c'est notre meilleur joueur. Alors, 15 points par match, 24 minutes. Et il est très solide défensivement. T'es content de ce que tu as vu? Ouais, complètement. Moi, je trouve au-delà des chiffres purs, je trouve que c'est l'impression visuelle qui dégage. Je l'ai trouvé extrêmement prêt, concentré, motivé. Et puis, il montre toute sa polyvalence. Enfin, on le savait. Anthony Davis est une superstar de la NBA, un joueur très polyvalent. Là, ça s'est vraiment vu. Et je trouve que ça s'est encore plus vu avec la logique de le placer au centre du jeu. On l'a vu un peu la diversité de son jeu. Donc, il était un peu le pôle d'attraction de la défense adverse. Mais il pouvait tout faire en fait. Avec sa taille et son physique, il peut se rapprocher du cercle, il l'a fait un paquet de fois. Il a été assez adroit à l'extérieur, il mettait régulièrement des tirs à 3 points. Surtout un excellent jeu de passe. Défensivement, il était déjà super impressionnant. Donc non, Anthony Davis, c'était franchement au niveau moi, que j'attends. Au niveau de l'excellente saison qu'il doit faire de toute façon, si on veut que les Mavs soient performants. Donc il est prêt. Moi, c'est ce que j'ai retenu, il est prêt pour être performant tout de suite. Et il n'a pas l'air d'être gêné physiquement, ni avec ses yeux, ni avec son corps. Ouais, c'est ça le truc. La principale question qu'on pouvait se dire, c'est que pour des joueurs aussi vétérans qu'Anthony Davis, bon, la pré-saison, c'est un peu pour se mettre en route, mais en fait, ils savent très bien ce qu'ils valent. Là, il y avait le côté un peu, voilà, tester ce que ça donne avec les lunettes. Et les retours sont bons. Et comme a dit Nico, le joueur est prêt. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que la saison commence, parce que un joueur comme Eddie aussi, il sait qu'il a rien besoin de prouver à quiconque. En pré-saison, des jeunes vont pouvoir avoir envie de se montrer, etc. Tu vois, qu'en pré-saison, maintenant, Eddie, il en a plus rien à foutre. Tu vois, il a fait son décrassage, machin. Que la saison commence, qu'on voit Anthony Davis dans des vrais matchs avec enjeu, là. Et puis, mercredi, ça va être déjà un sacré enjeu et une sacrée confrontation. Donc, voilà, ça confirme tout le bien, je pense, qu'on pensait de ce joueur et de la direction dans laquelle veut aller cette équipe, qui me semble être la bonne. Alors, il y en a un qu'on attendait quand même en pré-saison, c'est Cooper Flagg. C'était quand même ses premiers matchs en NBA. Et il a été plutôt bon. Il a été utilisé vraiment dans plein de systèmes. Plus de 10 points à tous les matchs. Donc, offensivement, il a été bon. Défensivement également. Nico, un point sur les performances de Cooper Flagg dans ces 4 matchs. Il était très intéressant, Cooper Flagg. Après, on sent qu'il prend ses marques en NBA, que Jason Kidd fait des essais avec lui, notamment de le placer au poste de meneur de jeu à partir du 3e match. Il fait concrètement ce qu'il avait fait avec Giannis à Milwaukee, quand Jason Kidd était coach de Milwaukee en 2016. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est assez vieux, mais il avait placé Giannis pour le faire un peu grandir dans sa vision du jeu. Il l'avait placé au poste de meneur, ce qui est quand même étonnant. Il a essayé de faire ça avec Cooper Flagg. Le résultat, il n'était pas très concluant. Par contre, moi, ma lecture de ça, c'est que c'est une façon d'aider Cooper Flagg à grandir et à travailler sa polyvalence et notamment sa vision du jeu. Mais pour répondre un peu mieux à ta question, moi, Flagg, il a eu des éclairs, où le talent, il y a zéro doute des deux côtés du terrain. Tu comprends qu'il sait tout faire, qu'il est intelligent. Après, il y a des matchs,
notamment le 3 et 4, il croque un peu, il se perd un petit peu, mais c'est normal, il a 18 ans, tu vois, c'est assez logique. Par contre, il est déjà quasiment NBA ready, il va être très fort, il va avoir un rôle, très important pour les Dallas Mavericks, et surtout tu sens le potentiel énorme des deux côtés du terrain. Donc on va se régaler honnêtement à voir Cooper Flagg cette année avec les Mavs, et je m'attends à une montée en puissance au fur et à mesure de la saison. Il faut regarder les highlights parce que franchement, il y a des. On peut pas. Quand on regarde les highlights, on se dit pas qu'il a 18 ans, ce joueur. Mais je crois avoir vu passer que c'est le joueur le plus jeune de la NBA. Vous avez vu ce truc ou pas? Que genre il y a aucun joueur. Je m'étais dit, il faut que je vérifie ça et j'ai pas eu le temps de vérifier. Bref, parce que tu parles de son âge, ça vient de me revenir. Effectivement, l'âge, c'est incroyable de se dire que le frérot, il a même pas. Enfin bref, qu'il est aussi jeune, quoi. Moi, ça me fait quand même penser que on va aussi profiter de cette saison parce que s'il devient effectivement le très grand joueur qu'il doit être, cette saison, on s'en rappellera souvent, je pense, et elle sera unique. Je prends l'exemple de la saison rookie de Luka Doncic. On sait le joueur que c'est devenu, et cette petite saison rookie qui est quand même très spéciale, il l'a partagé avec Nowitzki, on l'a vu en fait éclore avant de devenir le joueur où tu te dis c'est normal qu'il mette 28-29 points. J'ai hâte de vivre cette saison rookie avec Cooper Flagg, c'est-à-dire on va célébrer son premier match à 20 points, son premier match à 30 points, ça sera un truc de ouf. Peut-être que dans 3-4 ans, ça sera la norme, tu vois. Mais j'ai hâte en fait de voir vraiment cette première partie de sa vie en NBA, de le voir éclore. J'espère qu'il va être fort dès sa première saison rookie. Et sinon, c'est pas grave. Ça peut prendre du temps, surtout avec des joueurs aussi, des joueurs intérieurs comme ça. Bref, on a vraiment de la chance de l'avoir. C'est le cas de le dire pour la loterie ou même pour le futur. Trop hâte de voir Cooper Flagg. Moi, c'est vraiment la partie sur laquelle je voulais revenir. C'est, tu sais, quand on a récupéré ce premier choix de draft avec le miracle statistique que ça peut être, là, tu vois, de voir les matchs de pré-saison, on se rend compte maintenant concrètement sur un terrain de basket, ce qu'importe, la chance qu'on peut avoir d'avoir un joueur aussi talentueux. Quel bonheur avoir déjà un joueur de 18 ans qui a une telle maturité physique et tu sens qu'il va grandir dans son basket. Quel bonheur de voir ça. Alors les gars, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous voulez mentionner? Alors Nico, j'ai quand même envie de parler de Dilo en priorité parce que c'est quand même un joueur sur lequel Quentin et toi, vous n'étiez pas foncièrement d'accord. Toi, Nico, tu avais énormément d'espoir. Quentin, tu étais un peu plus réservé. Évidemment, c'est la pré-saison, mais est-ce que tu es content des prestations de Dilo? Tu penses que c'est le bon meneur pour les Mavs en attendant l'arrivée de Kyrie Irving? En quelques mots, je dirais qu'on a vu des extraits, on a vu ça sur 2 matchs. Moi, Dilo fait ce que j'attends de Dilo. C'est-à-dire que pas un croqueur, pas un immense défenseur. Par contre, il a fait beaucoup de bonnes passes. Clairement, tu sens qu'il y a déjà une connexion avec Anthony Davis, qu'ils ont joué ensemble, ça se voit. Donc, il y a déjà des formes d'automatisme. Donc moi, le petit échantillon de ce que j'ai vu me plaît beaucoup. Et je ne voudrais pas balancer, mais même Quentin sur notre fil WhatsApp disait « J'aime bien ce que je vois de Dilo ». Donc je ne sais pas si c'est le début de la rédemption pour toi, Quentin, mais je l'ai trouvé très bien. Moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Après, c'est l'après-saison. On verra un peu quand la saison va véritablement débuter. Heureusement qu'il croque pas, parce que bon, vu tous les joueurs autour de lui de qualité, il n'a pas intérêt à prendre la masse de shoot. Donc on verra ce que ça donne. Je ne sais vraiment pas, en tout cas, si... ce que va faire Kidd pour le premier match, parce que c'est bizarre quand même lors du dernier match là, face à LA de tenter à nouveau cette line-up alors que Dilo était disponible. Ça ne m'étonnerait pas que du coup le premier 5 de départ soit un 5 sans lui, et peut-être que ça lui permettra d'être encore meilleur face à la second unit Dilo, je sais pas. Bref, je n'ai pas assez vu de match comme je vous l'ai dit pour me prononcer trop là-dessus. Il n'était pas dans l'highlight, donc on verra. Et encore une fois, j'espère que Nico aura raison sur ce point et que je m'excuserai, mais voilà, on va attendre. Alors, d'autres joueurs que vous voulez mentionner, d'autres joueurs qui ont été intéressants. Nico, moi j'en ai 2. Vas-y, je vais commencer par PJ Washington. Moi, c'était comme une énigme pour moi, PJ Washington. Je sais que c'est un mec intelligent et j'espérais qu'il ne soit pas frustré par cette arrivée de Cooper Flagg et le fait qu'il sorte du banc, a priori, ce qui semble se dessiner, c'est ce qu'on a vu sur les matchs de pré-saison. C'est un peu l'inverse que j'ai vu. Moi, j'ai trouvé un joueur super concerné, hyper saignant des deux côtés du terrain. Tu sens qu'il est dalleux là comme il faut. Que pour moi, j'ai trouvé ça super positif et je l'ai trouvé vraiment très, 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 très concerné. J'ai adoré voir ça. J'adore PJ Washington. C'est quand même un des joueurs qui
qui souffre avec beaucoup de guillemets l'arrivée du phénomène Cooper Flag. Et je suis ravi de voir qui prend ça du bon côté. Ouais, et Quentin Moi, encore une fois, de ce que j'ai pu lire plutôt que sur la pré-saison, c'était les déceptions des gens par rapport à Max Christie. On espère que, vous vous souvenez, quand il est arrivé, les premiers matchs étaient très bons, et après, c'était un peu plus compliqué. Donc, à voir sur quel lancer il va être. C'est pas impossible qu'il recule vite dans la rotation de Kidd. Hein. Ça, on verra ce que ça donne. Et pareil, il faut que je vous en dirai plus quand si je le regarde vraiment de mes propres yeux en match. Ce que j'ai bien vu dans les stats, c'est que Jason Kidd, il a fait jouer l'increvable, l'éternel Dwight Powell, 15, 18, 17 minutes. Donc le pépère, il est toujours là. Plus de 10 ans après être arrivé, ça me régale. Dwight est toujours là. Franchement, quand il sera plus là, ça va me faire un vrai pansement au cœur. Et là, le voir qu'il a joué, ça m'a juste fait plaisir. Alors, ça a sûrement du fait que Gafford n'était pas là, hein, mais il a joué, il est toujours là. Nigo, ton deuxième joueur, tu m'as dit que tu en avais deux que tu voulais citer. Donc, le deuxième, Ouais, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, moi c'est Ryan Nembhard. Ryan Nembhard, je rappellerai quand même qu'il n'a pas été drafté, qu'il est two-way actuellement, avec Miles Kelly et du coup Moussa Cissé qui est le troisième two-way maintenant qu'on a récupéré, que j'ai trouvé très intéressant accessoirement. Mais pour revenir à Ryan Nembhard, en fait l'impression qu'il me donne, c'est que le basket, quand tu as un joueur qui est orienté vers les autres, qui est un excellent passeur, ça devient d'un seul coup beaucoup plus facile. Et je trouve que Ryan Nembhard, en fait, du coup, il joue vraiment pour les autres, il a une supervision du jeu, et du coup, dès que tu le voyais sur le terrain, je trouve qu'il éclaire le jeu. Il éclaire les jeux, il donne des shoots faciles, il fait des bonnes passes dedans, dehors. Moi, je l'ai trouvé vraiment très surprenant, Ryan Nembhard. Donc, je trouve d'ailleurs que Brandon Williams est un des grands perdants de cette pré-saison, le fait de ne pas l'avoir vu, en fait. Le fait qu'il soit blessé, qu'il n'ait pas joué, je trouve que ça s'est beaucoup vu. Ryan Nembhard, il a vraiment tiré son épingle du jeu. Donc, s'il y a vraiment un joueur, je découvre et je kiffe, vraiment. À votre avis, est-ce qu'il sera dans la rotation, c'est-à-dire il sera dans le top 10 des joueurs utilisés, quoi? Non, ça reste un two-way contract. Il a confirmé lors de ses matchs des choses qu'on savait déjà. C'est-à-dire qu'à l'université, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur passeur, je crois, de NCAA. Voilà. Donc il a confirmé le fait que au niveau de la vision de jeu, elle est là, clairement. Ce qu'on a redit cet été lors de l'arrivée de Nembhard, c'était que c'est son physique qui n'est pas vraiment compatible avec de la NBA, sa taille et son poids qui sont beaucoup trop légers. Donc sur de la pression, ça passe. Face à certains types d'adversaires, ça passera. Donc je pense qu'on aura des beaux moments de Ryan Nembhard lors de la saison, comme on a eu avec Brandon Williams cette saison. Mais que malheureusement il sera toujours limité face à des très grosses équipes, face sur des séries de playoffs, par ses capacités. Mais il fera pas partie du 10 de la rotation. Mais par contre, il aura, je pense, des minutes, et encore plus si on se retrouve à avoir des blessures à la main. On va clairement l'appeler pour l'avoir, parce que ça peut totalement dépanner d'avoir un joueur comme ça. C'est très pratique, on l'a vu l'an dernier, et je pense qu'on a appris de Brandon Williams pour refaire cette année ce qu'on est en train de faire avec Ryan Nembhard. C'est cool de voir que ça pousse derrière, en fait, concrètement. Tu vois, c'est que ça va pousser un peu les titulaires à pas trop s'endormir, parce que derrière, Jason Kidd, il a des options, en fait. Moi, Miles Kelly, je n'ai pas trouvé extraordinaire, mais Nembhard, je le trouve vraiment intéressant. Donc, super qu'il puisse mettre la pression avec beaucoup de guillemets, un peu à Brandon Williams et à D'Lo Russell et même à Dante Exum, qui est encore blessé. Enfin, par contre, ça m'inquiète. Ouais. C'est vraiment l'homme de verre, Dante Exum. J'ai l'impression qu'il enchaîne les blessures. On verra. Et Quentin, un petit mot sur Derrick Smith Jr. Bon, tu l'avais annoncé, hein, tu l'avais dit qu'il allait peut-être pas rester au Mavs, mais c'est confirmé là. C'est confirmé. Pareil, on parle de dimension physique pour de l'NBA. J'ai plus en tête la taille qu'il fait, mais il est tout petit, des Smith Jr. Et quand il est arrivé à la draft, il avait un jump monstrueux, etc. Maintenant, il a eu des blessures, il a vieilli, etc. Vraiment, il ne peut pas évoluer à NBA parce que le shoot est pas là. Donc, on lui souhaite tout le meilleur, parce qu'on a appris à l'aimer sur la courte période où il était à Dallas. Et j'en parlais avec Nico, on se disait, où est l'avenir? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est en Chine? Je sais pas où il est. Faut qu'il continue à jouer au basket, avec un peu plus de réussite que ce qu'il a connu en Europe dernièrement. Mais voilà, en NBA, c'est pas possible. Et il est trop vieux. Enfin, ce serait nul de vouloir faire de la G-League ou je sais pas quoi. Il est trop vieux pour ça maintenant. Donc voilà. Dennis Smith, c'était cool de l'arsigner pour le training camp. Mais je pense qu'en fait, personne ne s'était vraiment fait d'illusions sur le fait qu'il n'avait pas le niveau. Et surtout, ça s'inscrit dans aucune logique au niveau de la timeline de le garder. Donc voilà. Et puis Jason Kidd, a priori, avait déjà un peu assez clairement fait son choix, parce que on l'a même pas vu, en fait, concrètement.
Ah oui, oui. Comme 4 matchs de pré-saison, a priori il était en bonne santé, on l'a pas vu une seule seconde sur le terrain. Donc, Ouais, il a l'impression fait genre était- des 2 minutes, je crois, des 2 minutes à la fin de match. Enfin, il y a peut-être un match, ouais, c'est ça. 8 minutes, Ouais, mais il a pris tellement zéro tir. indécis. Zéro tir en 8 minutes face à Utah et 6 minutes face à. Enfin bref, voilà. Donc en fait, il a jamais été dans les plans. Je pense vraiment que vu qu'on l'apprécie, on lui a dit viens, il a pu obtenir un peu un chèque, hein. Mine de rien, les joueurs qui participent au training camp, ils sont payés pour ça. Donc ça l'a signé, il a eu son argent. Et puis voilà, bonne route Denis. Il a pris le survêtement et il est parti. Voilà. Il a recroisé Dwight Alors, Powell, il a dit putain, t'es encore là, mon gars, quand je suis parti, t'étais là, et là, t'es encore là. Et puis voilà, et puis là, s'en va faire de nouvelles aventures. Désolé, Bern. Non, bah, j'allais enchaîner. J'allais dire que le 22 octobre, premier match de la saison, un gros choc, vous l'avez dit, contre San Antonio. C'est à la maison, à l'American Airlines Center. Alors, on va pas faire ça pendant toute la saison, mais là, j'ai envie de vous demander votre pronostic. Est-ce que vous pensez que les Mavericks vont l'emporter ce mercredi contre les Spurs ce que vous avez vu en pré-saison, mais peut-être en général, est-ce que vous croyez qu'ils ont l'équipe, qu'on a l'équipe pour battre San Antonio? Nico, je te laisse démarrer. Ah ouais, moi je vais être dans mon optimisme de rigueur par rapport à tous les pronostics que j'ai pu donner. Je pense que ils peuvent battre San Antonio. Ils peuvent battre San Antonio, notamment parce que San Antonio est une équipe encore assez jeune, mine de rien. Il y a beaucoup de talent. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'automatismes à mettre en place. Enfin, c'est pas comme si De'Aaron Fox et Wemby avaient beaucoup joué ensemble l'année dernière. Et à domicile, premier match. On a globalement notre effectif, en dehors de Kyrie évidemment, en état de marche. Donc ouais, je pense qu'on peut gagner ce premier match. Alors, Quand de est-ce que toute tu- façon, de n'importe quelle équipe de NBA, même la plus nulle, peut gagner la meilleure avec des joueurs de qualité comme ça qui peuvent prendre feu. Mais moi, je vais dire oui, je vais être optimiste. Mais en fait, pas pour ce que j'ai fait en précédent, pas grand-chose. Mais plus pour l'historique, ça fait quand même pas mal de opening night où en fait ça se passe bien avec les Spurs et on gagne. Et il me semble que la première fois qu'on se fait un match tous les trois, qu'on se le fait au bar, là, c'était face à San Antonio, je sais plus, bref, mais en tout cas, bref, ça nous arrive souvent de commencer face à San Antonio. Souvenez-vous pour l'année rookie de Wembanyama, face à Lively, où au final Lively fait un super match. Donc je vais laisser l'historique parler, dire qu'on va gagner. J'ai regardé, là on est légèrement favori. Dallas on est à 1,62 et San Antonio est à 2. Donc on est quand même, on voit que San Antonio est devenu meilleur, hein, c'est devenu plus serré. Et ils s'attendent à ce que AD soit le meilleur marqueur devant AD, devant Wembanyama. Ça va être un match très sympa. Et je pars sur une victoire aussi. Ça serait mieux sympa comme qu'on puisse se débriefer une victoire pour le premier match parce que je pense qu'on aura très envie de débriefer ce premier match. Et voilà, vivement ce match. Alors justement, on a prévu de débriefer ce match avec une petite émission la semaine prochaine. On verra exactement quand, mais juste après ce premier match des Spurs, ça va nous remettre dans l'ambiance. Ça y est, j'ai trop hâte. Les gars, d'ici à la semaine prochaine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi j'ai deux trucs à rajouter. La première sur le match des Spurs, je sais pas si tu te rappelles Barn, mais on était ensemble physiquement à l'American Center pour le premier match de la saison régulière de l'année dernière qu'on avait assez brillamment gagné. Avec toutes les promesses qu'il y avait entre Luka, Klay Thompson, enfin c'était un très beau premier match. Ça a mal vieilli d'ailleurs, un an après, tu regardes ça avec un regard différent. Et la deuxième, c'est qu'on sera aussi tous les deux voir le match du vendredi contre les Washington Wizards. Donc, j'ai pas envie de dire que si on gagne pas mercredi, on gagnera vendredi, parce que j'aurais aimé surtout dire qu'on va gagner mercredi et vendredi contre nos amis les J'espère Wizards. qu'on va gagner C'est contre quand même les pas la Wizards. meilleure équipe NBA. Malheureusement, tous les petits Frenchies ne seront pas là, mais bon, ok. Je crois que Alex Sarr va être là au final, si je dis pas de conneries. Ah, ok. Mais a priori, pas Koulibaly. Ben moi, petit mot pour ceux qui vont regarder les matchs en live. Moi, j'en ferai moins cette année quand même. Je vais continuer à en faire, mais je vais un petit peu passer dans la team replay. Pour ceux qui vont faire les matchs en live, profitez bien des 2 dernières nuits qui restent avant de regarder Dallas la nuit. C'est éprouvant, mais franchement, honnêtement, on se fait plaisir. Donc voilà, c'est le petit dernier mot. Et puis let's go, hein, que cette saison commence et qu'on n'ait pas de drama une nouvelle fois. Ça serait bien, hein, qu'on soit tranquille pour notre saison 2 d'Audi Mavs. Ok les gars, on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao. Ciao. Avec plaisir, salut tout le monde.